Great. Good afternoon, Alors, everyone. bonjour tout le monde. Merci bien de nous avoir rejoints. C'est le premier webinaire de cette série de webinaires. Apprendre des communautés, collectivités, des solutions climatiques basées sur la nature. Thank you. Aujourd'hui, dans la première webinaire dans la série des webinaires sur apprendre des communautés connectées, apprendre des connaissances, des solutions climatiques basées sur la nature. We have simultaneous interpretation. Il y a l'interprétation simultanée aujourd'hui. Si vous voulez écouter l'événement en anglais, veuillez bien retrouver le bouton d'interprétation en bas à droite de l'écran, sélectionnez anglais. Et si vous voulez entendre le tout en français, en bas à droite, puis sélectionnez French pour écouter tout l'événement d'aujourd'hui en français. On commence aujourd'hui avec 2 présentations et puis on aura le temps pour les questions et pour la discussion avec les 2 intervenantes. Donc, si vous êtes sur si vous utilisez l'interprétation de French, s'il vous plaît, parlez en français. And if you are on the English channel and you later ask a question, please. Et si vous êtes au canal anglais, n'oubliez pas de parler en anglais. Avant de commencer avec les présentations, je veux justement commencer par une reconnaissance du territoire. Maintenant, j'habite sur le territoire des Mi'kmaq, mais de raison environnementale du Nouveau-Brunswick travaille sur le territoire des peuples Mi'kmaq ou Wolastoqiyik and Passamaquoddy people. Et quand on parle du changement climatique et les approches de répondre aux effets du changement climatique, c'est très important de faire des efforts de réconciliation et décolonisation quand on travaille sur le changement climatique. Donc, je vais commencer d'introduire notre première intervenante aujourd'hui, Julie. Julie est la directrice générale de Vision H2O, le groupe bassin versant de Cap-Acadie. Maintenant, je passe le microphone à Julie. Et vas-y, merci. Merci, Liane. Excuse-moi, là, j'avais comme oublié, j'étais mutée. Je vais juste commencer par... Ça prend toujours quelques minutes avec mon ordinateur. Vous voyez bien la présentation? Oui? Parfait. Super. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours le fun de pouvoir parler des dunes, un endroit que, avec la température qu'on a aujourd'hui, on aimerait d'être, là. Les dunes puis à la plage. Donc, c'est comme que Liliane mentionnait. Je m'appelle Julie, je suis la directrice à Vision H2O depuis maintenant 10 ans. Donc, ça fait depuis 2012, donc ça fait un bout de temps. Donc, on a travaillé depuis le début que je suis avec le groupe sur ce projet ici. Donc, la présentation va vraiment montrer en gros le genre de travail, comment est-ce que ça a évolué dans le temps, comment est-ce qu'on prend nos données, nos résultats au niveau des discussions qu'on a eues avec les groupes et ça. Donc, comment vraiment que ça a commencé le projet, puis là, où est-ce qu'on est rendu au jour d'aujourd'hui. Donc, avant de commencer, c'est ça, c'est comme que Liliane a mentionné, là. Donc, je travaille pour le groupe de bassin versant de Cap-Acadie. Maintenant que ça fait Cap-Acadie, avant, c'est le village de Capelé, puis la communauté rurale Beau-Bassin-Est. Donc, c'était ça, là, ancien nom. Donc, vous avez la carte qui démontre un petit peu notre territoire. Donc, un assez gros territoire.
Les projets, c'est vraiment une grande variété de projets qui sont plutôt basés au niveau de l'eau, premièrement. Donc, la protection de l'eau, on fait beaucoup des inventaires de poissons, d'espèces, protection de l'eau avec la surveillance. On fait beaucoup de travail aussi au niveau de restauration, comme les dunes. On travaille à la protection sur certaines espèces, comme les espèces de pollinisateurs, les espèces d'hirondelles. Donc, là, il y a vraiment comme une grande variation de projets, qui soit des demandes des gens ou des projets que ça fait X nombre d'années qu'on travaille là-dessus. Mais ils ont toujours un aspect éducation. Donc, ici, on est beaucoup fort sur l'éducation pour tous nos projets. Donc, je voulais juste commencer par parler un petit peu de l'historique, où est-ce que le projet de protection d'une, restauration d'une a commencé, où est-ce que le groupe a commencé, puis comment est-ce qu'on est venu à faire ça, puis un peu juste donner comme un bref résumé de l'évolution du projet, puis là, par la suite, montrer un petit peu les résultats qu'on a vus. Des données qu'on a prises, puis des réalisations qu'on a faites d'année en année. Puis là, par la suite, ça sera juste une petite conclusion. Donc, pour commencer, donc nous autres, ça fait quand même, on célèbre notre 20e année cette année de l'incorporation du groupe. Donc, c'est sûr qu'on a commencé au début des 2000. Puis au tout début, comme tous les groupes de bassin versant, ils ont vraiment fait une genre d'évaluation. Donc, qu'est-ce qui se trouvait dans le bassin versant? Donc, les premières années, c'était beaucoup axé sur l'eau, mais il y a d'autres projets qui sont embarqués comme les dunes. Donc, le projet dunes a vraiment commencé à la plage de la Boiteau. Donc, il y avait une section des dunes qui avait une grosse brèche. Puis, le groupe avait été approché par la municipalité pour essayer de voir ce qui pouvait être fait. Donc, c'est vraiment de là que ça a commencé. C'est un bon site à travailler parce que c'est public. Donc, au niveau d'éducation, c'est fantastique pour faire des enseignes, pour faire des présentations. Puis, on a vraiment eu une bonne collaboration dès le début, un bon partenariat avec la municipalité. Donc, parce que c'est eux qui gèrent le parc. Donc, ça, c'était vraiment bien. Donc, le tout début, c'était en 2005. Donc, ça fait quand même, ça s'en va sur presque 20 ans qu'on travaille sur ce projet ici. Donc, au début, pour la technique qu'ils voulaient utiliser, ils voulaient avoir des matériaux naturels. Puis, après avoir gardé ce qui était disponible, au niveau de coût, ça, c'était un gros facteur parce que comme groupe, organisme à but non lucratif, donc on est fort sur le budget. Donc, une des choses qui ont venu à l'idée, c'était les sapins parce que c'est des produits après les fêtes que c'est pas utilisé. Donc, des fois, c'est utilisé pour faire du paillis, mais là, on pouvait les utiliser pour notre projet. Donc, il y a eu comme un gros effort au début pour essayer d'engager le public à amener leurs sapins. Donc, a vraiment bien fonctionné, un bon partenariat, comme je disais, avec la municipalité qui nous a aidés à aller chercher les matériaux. Donc, ça a été pour un bon 5-6 ans. Puis, le travail était pas mal concentré à ce site-là, à la plage à Boiteau. Mais par la suite, à peu près 2010-2011, on voulait vraiment comme faire agrandir, donc changer un petit peu le projet. On avait eu des consultations avec la commission. Puis, on était vraiment intéressés de voir ce qui se passait au niveau de la côte, qu'est-ce que la côte ressemblait pour notre bassin versant. Parce que c'est quand même une place qui est beaucoup développée, qui est beaucoup recherchée au niveau touristique. Ça, c'est vraiment quand même un système qui est très important pour la région. Donc, on voulait faire ce qu'on appelle la caractérisation. Là, je dis des caractérisations des dunes, mais c'était vraiment la caractérisation de la côte, voir ce qu'on trouvait. Puis, cette recherche-là a duré pour 3 ans, puis nous a vraiment donné comme un bon aperçu de ce qu'on voyait. On a remarqué que certaines sections avaient des belles plages, d'autres sections, c'était beaucoup de l'enrochement, puis une autre des sections, c'était vraiment de la roche-mère, donc des falaises, des caps. Donc, on voyait vraiment comme
trois différents systèmes dans notre bassin versant. Donc, par la suite, on a continué nos projets de restauration, mais là, on a eu l'intérêt avec l'amophile à ligule courte, l'herbe de dune qu'on appelle. Donc, ça, c'est en 2016. On a quand même fait un petit peu de travail au début, mais 2016, c'est vraiment là qu'on a commencé à faire plus la plantation. Donc, je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, je voulais commencer par montrer un petit peu ce qu'on a vu avec les travaux de restauration de dunes avec les sapins. Donc, ce qu'on a pris comme résultat. Donc, je vais montrer un petit peu ce qu'on a déterminé qui serait important vraiment pour le site pour voir si la technique fonctionnerait bien ou moins bien. Donc, de nos observations, ce qu'on a remarqué. C'est sûr qu'au niveau de voir si la technique a bien fonctionné, dans chaque diapo, vous allez voir, j'ai comme un avant et après les travaux. Donc, on voit vraiment ici à la plage à Boiteau, c'est vraiment un bon site. Donc, juste un an, puis on voit quasiment plus les sapins. Donc, des sites qui ont beaucoup, beaucoup de sable est super important. Il y a certains sites qu'on a fait que la plage était vraiment étroite, pas beaucoup de sable, puis la technique fonctionne vraiment moins bien. Donc, ça, c'est une des choses qui est vraiment comme exigée pour que ça fonctionne, cette technique-là. On veut vraiment encourager que la dune soit d'une belle pente douce qui naturellement va se faire, mais nous autres, comme êtres humains, on veut tout le temps aider. Donc, on veut vraiment mettre les sapins le plus près possible pour vraiment aider à voir cette belle pente douce-là. Donc, on peut voir à votre gauche, c'est un site à la plage Gagnon qui a quand même pris 2 ans, mais qu'on voit que la pente se fait. Puis, à la droite, à Cabimet, les citoyens de cette région-là avaient fait un projet avec les clôtures à neige qui avait vraiment bien fonctionné. Donc, on voit dans la deuxième photo qu'avec l'accumulation de sable, on voit que la végétation comme vient s'établir. Donc, ça fonctionne vraiment bien. Une chose que je dis aussi, c'est une fois que tu fais ce genre de projet ici, c'est vraiment de bien afficher que c'est un projet. On a eu dans le passé des gens qui étaient comme « Ah, des sapins! On peut faire un beau feu de camp avec ça! » Donc, vraiment viser les gens que c'est un projet de restauration, on veut protéger l'écosystème pour qu'on le fait. Donc, l'éducation est vraiment importante dans ces situations-là. Au niveau de matériel, on voit avec les ouragans, les grosses tempêtes qu'on a durant l'hiver, durant l'automne. C'est souvent que les sites peuvent être complètement détruits, comme on a vu avec Fiona l'année dernière. Donc, l'utilisation de matériaux biodégradables qui est dégradable, que même si c'est dedans l'écosystème à la mer, donc ça ne va pas déranger. Donc, du bois, de la corde de coton, des choses qui ne vont vraiment pas nuire. On essaie de ne pas mettre de plastique, des choses comme ça. Donc, ici, c'est deux autres. C'est le même site. Non, c'est le site à Robichaud. 2 différents sites, mais on voit que si tu y donnes du temps, ça fonctionne quand même bien. Puis au niveau de développer des partenariats au niveau de la communauté est super important pour non seulement éduquer, mais pour avoir de l'aide aussi. Quand on vient installer les sapins, c'est quand même du travail qui est quand même assez physique. Donc, si on peut avoir de l'aide, ça aide beaucoup. Puis, ça permet aussi d'éduquer puis d'expliquer un petit peu pourquoi qu'on fait ce genre de travail-là, pourquoi qu'on met des sapins à mont sur le bord de la plage. Et que les gens pourraient se questionner sur ça. Donc, ici aussi, on voit à Boiteau beaucoup, beaucoup de sable. Donc, l'accumulation de sable se fait vraiment bien. Donc, au niveau de la restauration des dunes avec les amophiles, donc le Mirum grass, l'arbre de dune. Donc, c'est certain qu'au début, c'était plutôt la transplantation, puis on le fait encore. Parfois, on va chercher nos plantes sur les dunes où c'est vraiment bien végétalisé, comme c'est vraiment comme en santé, qu'on peut aller en chercher des petites portions. On suit la technique qui est vue dans le guide que je vous ai affiché sur la diapo.
Certaines fois, c'est juste des endroits où on sait qu'il va y avoir beaucoup de piétinage, donc beaucoup de trafic. Donc, on veut essayer de minimiser cette perte-là de végétation, la ramener ailleurs. Donc, juste s'assurer, si c'est un genre de travail que vous voulez faire, d'avoir les permissions du propriétaire, d'avoir vos permis comme le Wawa, puis s'assurer que la technique qu'on fait, qu'on n'enlève pas plus qu'on a de besoin. Donc, d'habitude, nous autres, on va avec la règle de 10 là, d'un pied carré, donc qui fait pas beaucoup, là. Donc, en 2016, j'ai parlé qu'on avait comme changé un petit peu le projet, qu'on avait ajouté un genre d'activité. C'est de l'intérêt qui avait venu de la communauté de la plage Nicolas. Nous avions approché parce qu'ils étaient intéressés d'avoir des amophiles. Parce que ça, c'est une plante qu'on retrouve le long de la côte qui est comme l'experte, qui est vraiment bien, si jamais vous ne l'avez pas, de l'avoir, qui accumule le sable. C'est assez avantageux d'avoir cette végétation-là parce qu'on voit d'année en année certains endroits que je vais visiter que les gens sont comme Julie, on a tout perdu, comme tu sais, Fiona est venue, a tout envahi. Mais là, je suis comme, non, ben, si vous observez bien, hein, vous allez voir, c'est juste la partie à la superficie, c'est juste votre feuillage qui est brûlé. Les racines sont encore là. On va voir au printemps, puis les chansons que ça va repousser. Puis comme de fait, quand tu vas voir l'année d'après, au printemps, tu commences à voir des jeunes pousses. Donc, cette plante-là est comme essentielle pour les dunes. Donc, tu peux faire un petit peu de travail de restauration, mais tu veux vraiment, vraiment emmener cette plante-là par la suite. Donc, on a développé un genre de protocole, c'est une recherche, consultation, discussion avec d'autres groupes pour voir comment avoir cette plante-là, parce que malheureusement, elle ne se trouve pas à beaucoup d'endroits. Puis beaucoup des endroits qu'ils l'avaient ou qu'ils... Non, je devrais dire qu'ils l'avaient, c'est discontinué. Là. Comme cette année, j'ai eu des appels au bureau que les gens ne peuvent pas en avoir. Puis malheureusement, suite à des grosses tempêtes comme Fiona, c'est là qu'on en veut. Donc, c'est quand même un sujet que j'essaie de travailler là-dessus pour rendre cette plante-là accessible. Mais pour le moment, donc, on utilise cette partie-là plus pour éducation. Donc, c'est moi-même qui va chercher les graines, qui les prépare, qui les fait pousser à la ferme. Puis là, par la suite, vous voyez nos deux jeunes là, au coin de la diapo. Donc, on fait des genres de sorties éducatives avec les jeunes pour expliquer un petit peu l'érosion, puis les dunes, l'importance de cet écosystème-là. Puis là, on les fait faire la plantation d'amophiles pour faire une action envers la protection des dunes. Donc, ici, c'est un site qu'on avait fait avec les jeunes de la première année. Donc, c'est eux qui ont planté nos 950 amophiles. On avait quand même beaucoup à planter, mais ça a quand même vraiment bien poussé. Donc, c'est ça. Avec l'amophile, c'est vraiment un apprentissage annuel. C'est de ce qu'on a commencé en 2016, puis j'en apprends encore aujourd'hui. Mais c'est quand même important pour la communauté parce que vraiment la demande est là. Donc, les ressources, l'affichage, c'est vraiment essentiel pour expliquer l'importance de ce système-là, de ne pas marcher sur les dunes. Puis, on a développé aussi 2 protocoles. C'est juste un petit peu pour expliquer. Les gens nous posaient beaucoup la question, comment est-ce que je fais ça? Comment est-ce que je commence? Donc, c'est juste expliquer un petit peu, si vous voulez faire de la restauration avec les sapins, voici étape par étape quoi faire. Puis au niveau de l'amophile aussi, si jamais ils veulent en faire planter, nous autres, avec nos ressources limitées, je veux dire, je ne peux pas fournir à tout le monde, mais je peux certainement expliquer, voir ce qu'ils ont besoin de faire. Ça, c'est souvent avec des consultations qu'on est capable de faire ça. Puis pour conclure, au niveau des dunes, au niveau de la plage, de la zone côtière en général, c'est un environnement qui est assez dynamique. Donc, à chaque année, il ne faut pas perdre courage parce que des fois, ça peut être vraiment décourageant quand ça fait X nombre d'années que tu travailles sur une section, puis juste une tempête, tout est enlevé. Mais il faut vraiment se mettre dans la tête que c'est un milieu dynamique qui est toujours en changement. Donc, le travail qu'on fait, c'est continuel à chaque année.
Les techniques qu'on utilise sont quand même pas coûteuses, c'est quoi que les gens peuvent faire. Puis on est toujours là pour répondre aux questions. Quand on veut s'impliquer dans des projets comme ceci, la collaboration, l'éducation est super importante. Puis, ça nous démontre vraiment que, de ce que j'ai vu des dernières années, que nos plantes indigènes, exemple l'amophile, mais il y a d'autres plantes aussi. Il y a vraiment un grand besoin. Les gens nous approchent, ils veulent avoir ces plantes-là, puis c'est juste pas disponible. Puis j'espère qu'on peut avoir des discussions, continuer les discussions, voir ce qu'on peut faire pour essayer d'amener Ceci, ces plantes-là plus accessibles. Et c'est ça pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie. Pour les questions, j'espère que à la fin des présentations, on va avoir la discussion. Donc, gardez vos questions pour la fin. Donc, la prochaine présentation est de Marion, qui est la directrice de la recherche chez Valores. Donc, je vais passer le microphone à Marion et merci. Merci Lily, bonjour tout le monde. Merci pour l'opportunité de présenter les travaux. Je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran correctement? De me répondre. Oui. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui. Super, merci. Donc, déjà, merci à RENB et Nature NB Climat Atlantique pour organiser cet événement-là. La présentation de Julie était super, donc ça va un peu dans la même continuité. Mes diapositives sont en anglais, mais moi, je vais parler en français. Donc, j'espère que ça va aider pour les anglophones du groupe, puis pour ceux qui sont bilingues aussi. Donc, ma présentation va être en deux parties. Une première qui va présenter un peu un résumé d'une étude de cas qu'on a fait à Le Goulet dans le nord-est de la péninsule, dans la péninsule acadienne, pardon. Et puis, un deuxième qui est une autre étude de cas sur, disons que c'est un outil qu'on a initié chez Valores, qu'on voulait essayer pour voir si ça pouvait fonctionner pour la rétention de sédiments pour les dunes. Donc, je vais vous en parler un peu plus après, en deuxième partie de présentation. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, vite fait, je voulais parler de Valores. Pour ceux qui ne connaissent pas Valores, c'est une institution de recherche à but non lucratif qui est située à Shippagan, dans la péninsule acadienne. Puis, on a différentes activités. On a une partie qui est purement service et laboratoire d'analyse en chimie, en microbiologie. Puis, il y a le département de recherche dont je suis la directrice et on touche un peu à, disons, toutes les thématiques qui touchent les ressources naturelles. Donc, que ce soit la pêche, l'aquaculture, les sols, donc l'agriculture, l'horticulture. On travaille beaucoup en restauration de milieux humides, donc majoritairement les tourbières. Après l'aspiration de la tourbe. Puis, on a une grosse partie qui est bien évidemment l'adaptation au changement climatique pour les communautés, mais également pour les secteurs industriels que j'ai précités. Donc, c'est un peu ça, vite fait, résumé en quelques secondes, c'est qu'est-ce que c'est Valores, une cinquantaine de personnes. Puis, si jamais vous voulez en savoir plus, je serai prête à y répondre. Je vais tout de suite passer à la présentation sur Le Goulet. Donc, les travaux que je vais présenter sont des travaux qui sont faits en collaboration avec le village du Goulet. Puis, il y a eu des prédécesseurs avant moi qui ont travaillé avec le Goulet sur ce projet-là. Donc, c'est un peu un résumé de tout ça. Le Goulet a, pour ceux qui ont déjà été, une belle plage, une belle dune, mais malheureusement, c'est un village qui est à risque avec des tempêtes à répétition depuis les années 2000. Qui occasionne donc de l'érosion, puis aussi des gros problèmes d'inondation pour la municipalité, avec en prime des dommages pour les infrastructures. Donc, ça devenait assez urgent et crucial de travailler à trouver des solutions
pour stabiliser la dune d'une part et puis permettre une accrétion, donc une accumulation de sédiments au niveau de la dune. Il y avait eu des travaux qui avaient été faits au niveau du goulet, au niveau du quai, etc. Puis, une hypothèse était qu'on a des potentiels déplacements de sédiments qui se font le long de la plage et le long de la dune, avec aussi en lien aussi avec des zones qui avaient été fortifiées par des enrochements. Donc, les travaux qui ont été menés chez Valores, mais en grande collaboration avec la municipalité, c'était de faire le suivi de la dune et de la plage avec différents secteurs qui étaient caractérisés par différentes méthodes qu'on pouvait comparer. Donc, tout à l'heure, Julie a parlé des arbres de Noël. Donc, on avait les arbres de Noël recyclés qu'on a testés également. On a testé les trappes à homards qui étaient désuètes, donc ils ne pouvaient plus servir à l'industrie de la pêche. On a aussi 2 zones où on avait un nourrissement de la plage, donc on avait ajouté de façon artificielle des sédiments, d'une part qui ont été non végétalisés, puis d'autre part qui ont été végétalisés. Donc, on a des structures qui vont sur à peu près un peu plus de 2 km. Puis, comme on le voit sur la carte ici, vite fait, ce sont 4 secteurs qui ne fonctionnent pas nécessairement de la même façon. Il y en a un comme le secteur 4 qui va montrer beaucoup d'érosion par rapport aux autres. On a le secteur 2 qui montre une faible érosion, mais les secteurs 1 et 3 qui montrent quand même de l'accrétion. Donc, comme tout à l'heure, Julie l'a dit, les dunes, les plages, c'est vraiment des milieux dynamiques. Donc, ça bouge, c'est pas quelque chose de statique. Donc, durant la même saison, donc entre le printemps et l'automne, lorsqu'on fait les suivis, on peut même observer des variations entre l'accrétion et l'érosion. Puis, quand on regarde le bilan final, on a encore des variations tout le long des 2 km. Ici, c'est quelques photos vite fait pour vous montrer à quoi ça ressemble, donc les arbres de Noël et les trappes à homards. Donc, les arbres de Noël, majoritairement, c'était pour la rétention des sédiments, donc du sable. Et puis, les trappes à homards, l'idée à la base, c'était d'éviter les déplacements des véhicules des 4 roues qui, malheureusement, on ne peut pas tout contrôler, des fois qui passent sur les dunes, malgré des fois des signaux, des informations, de l'éducation. Julie l'a dit tout à l'heure, c'est super important. Donc, il faut continuer parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend la nécessité de préserver les dunes. Au niveau de des ajouts de sédiments, donc ici, on a une photo en 2014 et 2021, où on a fait l'ajout de sédiments de façon artificielle, puis pour la zone végétalisée, on a mis de l'élim et de l'amophile. Donc, l'amophile qui est une plante championne, comme Julie l'a dit tout à l'heure. Puis, on le voit à droite en 2021, comment la propagation d'amophile et d'élim c'est bien faite pour pouvoir non seulement stabiliser la berge, mais aussi la retenir en place. Le petit graphique en haut montre justement entre 2014 et 2020. Donc, on a mis en place les sédiments en 2014, puis depuis, on voit que la fameuse structure de dune artificielle reste en place, puis ça, c'est super intéressant comme type de résultat. Maintenant, au niveau de l'engraissement guillemets qui a été fait, mais sans ajout de végétaux. Donc, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que la tempête Dorian est passée à travers, puis ça a un peu détruit la structure qui avait été mise en place. On a essayé, avec la municipalité, a essayé de la remettre en place quelques semaines après la tempête Dorian. Mais disons que, et puis je vais en parler en conclusion, le manque de végétaux pour stabiliser le tout n'aide pas nécessairement au maintien des sédiments sur place. Donc, l'érosion se fait lentement et sûrement, puis lorsqu'il y a une grosse tempête, on a tous les sédiments qui malheureusement s'en vont dans l'eau. Au niveau des suivis, je ne vais pas rentrer en détail nécessairement là-dessus. Donc, on utilise une station totale qui nous permet de faire les suivis des différents transects. On en a plusieurs, on en a autour de 17 sur la plage, le long des 2 km.
Puis on regarde donc le volume de sable qui s'est accumulé. On regarde aussi la topographie, donc d'un point à un autre, donc en allant vers l'eau. Puis on regarde disons, en cumulé, est-ce qu'on a eu de l'érosion ou de l'accrétion. Si on regarde l'efficacité des structures de rétention de sédiments, on en avait 10 sur les 17 qui avaient des structures de rétention, puis seulement la moitié montrait une augmentation de volume en sédiments sur les dunes, sur les plages. Puis pour les zones sans structure de rétention de sédiments, donc sans sapins, sans cage à homard, etc., sans élim, sans ammophile, ben, on en avait 3 quand même qui montraient une augmentation de volume de sédiments de façon naturelle, et puis 4 qui montraient une diminution, donc une érosion dans les zones qui étaient observées. Un peu de photos maintenant. Donc là, c'est une photo avec les sapins de Noël et les cages à homard qui avaient été placés donc en 2015. On voit à gauche ces 2 couleurs vertes ici. Donc ça se marie avec le paysage. On n'était pas nécessairement exactement au même endroit, mais on voit à droite qu'il y a peu de choses qui ont bougé sur cette photo-là. Ici, c'est une photo qui montre l'avant et après d'une zone où on n'a pas ajouté de structure de rétention. Puis on voit quand même qu'au niveau de la végétation, il n'y a pas eu de dommages particuliers qu'on peut observer. De façon vite fait pour conclure sur le suivi à la plage du Goulet, c'est que la majorité de nos transects ont montré quand même une accumulation de sédiments, mais les différentes structures de rétention de sédiments qu'on a mis en place et qu'on compare n'amènent pas nécessairement à une conclusion magique. Donc, ce qui nous fait penser que c'est vraiment site dépendant, puis avec certaines conditions, disons que l'impact des tempêtes, l'impact du vent aussi, parce que dans la péninsule, on a énormément de vent, peut jouer sur l'efficacité d'une structure. Puisqu'on a observé, c'est que l'accumulation de sédiments se fait majoritairement sur la longueur et un peu moins sur la hauteur de la dune. L'autre chose que je voulais dire, c'est que c'est ça, les différents éléments pouvaient contribuer à un engraissement de la dune de façon générale, puis l'ajout d'ammophile ou d'élim a prouvé, donc toutes les zones où de l'élim et de l'ammophile avaient été ajoutés ont démontré un bon succès pour à la fois la stabilisation de la dune, mais l'accrétion, donc l'accumulation de sédiments sur la dune et la prolifération de végétaux également. Vite fait, je vais vous parler de notre initiative sur le boudin de Sphaigne. Donc, d'où vient cette idée? C'est que dans la péninsule, on a des gros problèmes d'érosion. Là, à droite, on voit une photo entre 1944 et 2012 où on a perdu 86 mètres. C'est parfois plus de 2, parfois plus de 3 mètres perdus par an. Donc, on s'est dit, fallait qu'on essaye de trouver une solution. On a fait la réflexion à l'interne, puis on s'est dit, on va se lancer sur un produit qu'on appelle donc le boudin de Sphaigne. Pourquoi la Sphaigne? Parce que dans d'autres projets de recherche, on utilise cette fibre-là. En tout cas, on aimerait pousser l'industrie, pousser, c'est un peu fort, là, mais inciter l'industrie de la tourbe à utiliser la fibre de Sphaigne en remplacement de la perlite, la vermiculite, puis aussi un remplacement de la tourbe en partie ou en totalité. Puis, c'est un matériau qui est super intéressant dans le sens où il est spongieux, il permet une bonne aération de substrat, il permet une bonne rétention en eau. Donc, on a voulu utiliser ces caractéristiques-là dans le cadre de la protection par rapport à l'érosion. Donc, le côté spongieux pour permettre l'absorption de l'énergie des vagues, le côté teneur en eau, rétention pour permettre la prolifération racinaire de végétaux. Et donc, on a conçu un rouleau qui est 100% Sphaigne, donc c'est de la Rubellum fabricans, c'est de la Sphaigne qu'on trouve naturellement dans les tourbières de la péninsule, qu'on a enrôlé donc dans une jute qui est biodégradable
et on a planté de l'hélium sur ce rouleau-là. On l'a placé dans une zone qui était un peu pas très exposée, parce que pour notre premier essai, sur l'île Lamec, donc une zone de dunes plutôt sableuse. Puis sur ce site, on a fait des suivis donc, de prolifération de plantes, accumulation de sédiments, puis la biodégradabilité du matelas de sphaigne. Donc, il ressemble à ça, notre rouleau de sphaigne. Au jour 1, on a fait notre premier essai en août 2020, en pleine pandémie. On était très motivés, mais ça a vraiment bien été. Ici, on regarde le résultat 2 ans après, donc en 2022. Ce qu'on remarque, c'est que la structure qui avait été mise en place en 2020 se fond dans le décor par rapport à ce qui est en place. On devine difficilement le rouleau initial, comme on voit ici sur la photo. On a remarqué que la sphaigne qui était à l'intérieur pouvait encore être humide et donc pouvait continuer à nourrir en eau les végétaux qui étaient en place, ce qui est super intéressant. À noter qu'on n'a pas fait de suivi en hiver pour raison de manque d'accès au site. Donc, les premiers résultats qu'on a remarqués, c'est que les plantes qu'on avait mises de façon initiale n'étaient plus présentes, mais de nouvelles plantes sont apparues finalement, qui nous font penser que il y a de l'espoir, entre guillemets, au niveau de la prolifération de végétaux. Donc, on chercherait à poursuivre les observations dans ce sens. Puis, on n'a pas eu que de l'hélium qui a poussé, on a eu aussi d'autres sortes de plantes, de l'amophile, puis de la salicorne aussi, qui a poussé sur le boudin de sphaigne. Là, c'est les résultats au niveau de l'érosion, l'accrétion plutôt. Donc, en vert, c'est le site où on a placé le rouleau de sphaigne, et en gris, notre site contrôle où il n'y avait pas de rouleau de sphaigne. Puis, on voit que le sable s'est accumulé, comme la distance, si vous voulez, au niveau de l'accumulation du sable est beaucoup plus importante dans les zones où on avait placé le rouleau de sphaigne. Ça, c'est un autre résultat au niveau de la hauteur de la plage. Il est similaire au résultat précédent, c'est-à-dire que les zones où on a placé le rouleau de sphaigne, on a eu plus d'accumulation de sédiments que les zones témoins où on n'en avait pas mis. Pour la suite, bien évidemment, ça c'est un résultat sur un seul site. Donc, on aimerait déployer l'expérimentation sur plusieurs sites dans la péninsule, mais on est bien évidemment ouvert à le déployer ailleurs que dans la péninsule pour voir l'efficacité de ce nouvel outil. En conclusion, c'est vraiment un outil qui est facile à mettre en place. Il a démontré qu'il permettait une accumulation de sédiments, il permettait le support de végétation et ce qui resterait à faire, c'est peut-être une évaluation de coûts, continuer les suivis sur site et puis en faire un déploiement ailleurs que sur ce seul site-là. Chose que je n'ai pas mise ici sur la diapo, c'est que après la tempête Fiona, malheureusement, notre boudin a disparu. Donc, on sait grosso modo quelle force de tempête disons, qui pourrait le faire disparaître, mais on ne perd pas espoir, puis on réfléchit à optimiser, à améliorer notre technique pour le fameux boudin. Donc, bien sûr, c'est des travaux que je ne fais pas toute seule, il y a toute une équipe derrière ça, donc c'est ici l'équipe avec laquelle je travaille, et ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. J'espère que je n'étais pas trop longue. Désolée si j'ai dépassé mon temps, Lily, mais ça y est, c'est terminé pour ma présentation. Merci à tous. C'était pas trop long, Marion, c'était parfait. Merci. Donc, oui, maintenant, on passe à la section pour les questions et la discussion. Donc, pour les participants, vous pouvez lever votre main sur Zoom ou écrire les questions dans le chat. Et aussi, Julie et Marion, si vous avez des questions pour l'autre, vous pouvez poser des questions aussi. Donc, oui, on attend les questions des personnes là maintenant. Donc, yeah, if you
have any questions, you're welcome to. Si vous avez des questions, soyez les bienvenus de lever la main sur Zoom. Et je vais vous demander d'enlever la sourdine pour poser des questions, ou bien vous pouvez l'écrire dans la section clavardage. Moi, j'avais juste une question peut-être à demander aux participants et à tout le monde, là, voir si que il y a des gens qui sont à la recherche de certaines plantes, qui ont déjà travaillé, comme si c'est des propriétaires, s'ils ont déjà fait des travaux de restauration, si c'est mentionné comme l'amophile, comment difficile que c'est à s'en procurer. Donc, s'il y a des gens qui ont peut-être des sources qui pourraient partager ou des travaux qu'ils ont fait. Je suis juste curieuse, là. Puis voir, si je peux ajouter en même temps, là, Valores, voir si c'est un genre de projet que vous avez déjà travaillé dedans, comme pas nécessairement l'amophile spécifiquement, mais comme au niveau, je sais que tu parlais de comme l'agriculture, là. Y a-t-il certaines plantes que vous avez déjà travaillé avec pour essayer de propager ces plantes-là? C'était une question. Oui. Chez Valores, on a une serre où on fait de la propagation de différents types de végétaux. Donc, ça peut être, si on a déjà fait pour le bleuet, des pinettes noires, donc des arbustes, pour des arbustes, puis pour des éricacées. On ne l'a pas encore fait pour soit l'amophile ou les limes, qui sont deux végétaux, nous, qui nous intéressent. Jusqu'à présent, on se fournissait au Québec. Donc, je peux te partager le fournisseur, mais probablement que tu le connais, là, Julie, mais comme tu disais, c'est une denrée rare. Puis, définitivement, on est intéressé à pouvoir, je vois qu'avec les photos que tu as présentées, tu le fais déjà, mais disons, développer ou perfectionner cette aptitude-là chez nous pour pouvoir desservir aussi la population puis les projets qu'on fait. Fait que c'est ça, là. Oui, moi, j'ai de l'intérêt. On a les aptitudes et les compétences pour le faire. On a de la ressource humaine pour le faire. C'est pas une activité qu'on fait tout de suite, mais définitivement, on a de l'intérêt à le faire. Parce que au Nouveau-Brunswick, j'ai pas l'impression, je pense qu'il y a personne qui offre ce service-là en pépinière ou en serre où on peut se procurer, et ça reste un végétal qui est hyper utile. C'est un champion pour la rétention des sédiments des dunes. Donc, je pense que c'est une étape incontournable sur les mois ou les années à venir, d'avoir une institution ou en tout cas un lieu où on peut s'en procurer là, pour pouvoir sauver nos côtes. Super. Merci, Marion. J'avais une longue réponse. J'espère que ça a répondu à ta question. Ben, c'est ça j'espérais, là, quelle est ta réponse? Okay. We have a couple of questions in the chat. Nous avons quelques questions dans la section clavardage. Le premier, ça vient de... Pensez-vous que les cages de homard qui désuètent libèrent des polluants? Je n'étais pas sûr si vous étiez sur le canal français. Je ne sais pas le mot pour lobster trap, désolé, mais est-ce que les lobster traps que vous utilisez sur la restauration pour éviter les véhicules de détruire les dunes, est-ce que les lobster traps cause de la contamination ou les problèmes avec l'environnement, avec les chimies ou les choses comme les parties oui. OK. Je crois que j'ai compris. En gros, est-ce que l'ajout des trappes à homard occasionne une sorte de pollution sur le site? J'avoue que je n'ai pas la réponse. Probablement que oui, probablement que non, je ne sais pas. Parce que l'initiative des trappes à homard a été faite bien avant que moi j'arrive chez Valores. C'est une initiative citoyenne aussi.
faut comprendre que des fois, ça a lieu à différents endroits, là, on peut se retrouver face à des communautés, des populations qui sont, entre guillemets, en désarroi de « OK, qu'est-ce que je fais? Quelle solution je peux apporter pour me sauver? » entre guillemets. Donc, de là émergent toutes sortes d'initiatives. Et puis, je dirais pas que moi, je suis pas contre nécessairement les trappes à homards, mais l'étude de vérifier s'il y a eu une conséquence au niveau pollution chimique, au niveau de la désagrégation du métal dans le temps, n'a pas été faite. Est-ce qu'il y a de l'intérêt à le faire? Probablement que oui. Mais je n'ai pas de, si tu veux, de données ou de résultats tangibles pour dire ça a été placé puis ça n'a eu aucun effet chimique ou ça en a eu. Ça, je peux pas donner cette réponse-là. Mais initialement, pourquoi ils ont placé des sapins, mais ils ont aussi placé les trappes. C'est vraiment à cause des 4 roues. Parce que je pense qu'au départ, il y avait les sapins, mais que les sapins. Puis malheureusement, les gens continuaient à passer, là, puis ça endommageait la dune. D'avoir des trappes à homards, c'est beaucoup plus difficile de passer par-dessus. Donc, disons que ça avait aussi un élément dissuasif à la base, là. Mais si on parle puis c'est le thème aujourd'hui, là, des solutions basées sur la nature, on préconiserait définitivement les sapins de Noël. Mais je ne pouvais pas, en présentant l'exemple du goulet, juste skipper cette partie-là et puis dire, je sais que c'était solution basée sur la nature, mais quand même, à le goulet, il y a différentes méthodes. Puis je pense que c'est important de les montrer puis de les comparer. Mais la méthode de sapin de Noël, elle est définitivement concluante. Puis il n'y a pas qu'à le goulet que c'est utilisé. Là, Julie a montré un exemple. Puis il y en a d'autres dans la péninsule. Au niveau communautaire, les gens se parlent. OK, ben moi, je veux les collecter, je veux les placer à telle place pour telle dune, etc. Donc, c'est très participatif au niveau citoyen. C'est super. Cette partie-là est super. Donc, je suis malheureusement pas en mesure de donner une réponse spécifique pour la pollution des cages aux homards dans les sédiments, dans les dunes, mais c'est certainement une étude qui serait d'intérêt pour savoir dans quelle mesure ça peut avoir un impact ou non. Bien sûr, merci. On a un autre commentaire pour Marianne dans le chat. Dans certaines figures de profil de plage dune, on voit que la dune aménagée ne semble pas accroître en hauteur, ni se déplace vers l'intérieur. Par contre, on voit que la hauteur de la plage diminue devant la dune artificielle. Est-ce que la même lecture que vous avez des résultats? Est-ce que... C'était... Donc, est-ce que la même lecture que vous avez des résultats? Est-ce que la même lecture que vous avez... Oui, c'est la même lecture. Oui, je confirme. Stéphane Carroll, oui. C'est exactement ça. Puis, on a des rapports annuels pour chacune des années de suivi que je pourrais vous partager si vous le souhaitez. Mais c'est pour ça que en conclusion, je disais que les méthodes ne sont pas concluantes, ne sont pas toutes concluantes. Au niveau du goulet, peu importe la méthode qu'on observait, il y avait dans la même saison de l'accrétion, de la rétention, de rétention de sédiments, érosion. On a des secteurs où il y a beaucoup plus d'érosion. Il y a des zones où on a mis des structures de rétention puis il n'y a rien qui se passe. Il y a des zones où on n'a rien mis, mais on voit une accumulation naturelle. Donc, je pense qu'il y a encore un peu plus d'aller identifier c'est quoi les paramètres qui font ce type de résultat-là. Il faut qu'on travaille dessus encore un peu. Stéphanie a une réponse dans le chat avec une autre question. Avec la hausse du marin prévue lors du prochain siècle, le déplacement des dunes est souhaitable, non? Julie peut répondre là aussi, mais
Probablement que oui. C'est sûr que si ça engraisse en hauteur, puis que ça se déplace légèrement vers l'intérieur, oui, pourquoi pas. Mais je vais laisser la parole à Julie pour compléter. Oui, c'est souhaitable. C'est juste, c'est réalisable. C'est ça le problème. On voit dans certains secteurs du bassin versant où il y a l'effet du coastal squeeze, où ce que la dune peut pas, on a un site en particulier où ce qu'on voit que la dune n'est pas nécessairement capable de migrer, puis aller comme partie. C'est comme il n'y a plus de dune, c'est vraiment une butte de sable. Puis ça cause un gros risque. On se dit, si jamais il y a une autre tempête, ça va juste complètement enlever cette section-là, qui est quand même un assez gros, comme une grande distance de la dune, qui va causer d'autres problèmes à la dune, parce que le système est tout rattaché. Donc, si tu enlèves 100 mètres d'une dune, donc ça va vraiment affecter le système en entier. Donc, ça serait préférable, mais comme je disais aussi dans la présentation, on a beaucoup de gens, tu sais, comme il y a beaucoup de développement au niveau de ces sections-là. Puis, on observe aussi certaines mesures qui sont prises pour essayer de protéger le terrain. Donc, les dunes disparaissent, les plages disparaissent. Donc, ça aussi, c'est quoi qu'on observe. Qui cause un petit peu une problématique parce que ça change le système au complet. Puis ça impacte aussi tout ce qui est l'ensemble. Merci, Julie et Marion. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Julie ou Marion, les deux? Oui, bonjour. Oui, vas-y. Puis-je demander une question? OK. J'ai un peu une introduction ici. Moi, mon nom c'est Xavier. Je suis un étudiant à Mount Allison University. C'est au sud-est du Nouveau-Brunswick. En ce moment, je fais partie d'un projet de recherche où we are assessing Nous évaluons l'état de préparation à l'inondation de la province. Nous cherchons à établir quel genre de choses que les provinces et les municipalités font pour atténuer les effets du changement climatique, plus précisément les inondations. Alors, j'ai quelques notes ici. J'ai pris des notes pendant toute cette discussion. Je trouve que c'est une belle initiative des deux côtés, non seulement pour la biodiversité et sa préservation, mais également pour les biens humains qui ont une certaine distance des dunes. C'est une belle initiative de préserver et de renforcer les dunes, notamment dans le contexte de l'inondation. Alors, je pense bien que mon rôle avec ce projet-là est de déterminer qu'est-ce que la communauté fait et quelles sont les initiatives qui existent afin d'atténuer les inondations. Alors, vous avez parlé de pratiques exemplaires que vous avez instaurées. Et tout ça. Alors, j'aimerais potentiellement avoir accès aux PowerPoints que vous avez mis avec tous les résultats et tout. Et avec ça, notre but, c'est de créer un peer-reviewed article. Désolé avec mon français anglais ici. Là. Notre but, c'est de créer un peer-reviewed article à la fin de l'été où on pourrait envoyer ça à différentes personnes. Alors, j'aimerais potentiellement avoir des emails de Marion et de Julie, si possible. Et j'aimerais, si possible, avoir un contact avec vous juste pour discuter de ces genres d'affaires. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de parallèles entre les travaux que moi et mon groupe nous faisons et les travaux que vous faisiez là-bas au nord-est du Nouveau-Brunswick. Pas de problème, Xavier, pour la présentation. Puis je pense que Lily a partagé
nos coordonnées. Donc, ouais, tu peux nous envoyer un courriel. Ouais. On va Ok. discuter davantage. Parfait, j'aime ça. Excuse-moi, je suis un peu nerveux là, de parler devant des gens No tellement worries, no intelligents. worries. T'as bien fait ça. Merci bien. OK, ouais, l'information. Je me demandais s'il y avait peut-être des groupes, des groupes avec des initiatives du même genre. Comme ça, c'est une vraiment belle initiative d'avoir un meeting comme ceci avec des gens qui sont intéressés. Mais est-ce qu'il y a d'autres initiatives que vous faites pour discuter de ce genre d'affaires? Marion, je ne sais pas si tu voulais. Ben, j'allais lancer la balle à Lily, because Lily have a project on Lily nature. a un projet sur les solutions fondées sur la nature. Elle peut probablement vous envoyer des ressources. Mais votre projet est axé sur l'inondation ou uniquement l'inondation ou les solutions fondées sur la nature? L'état de préparation aux inondations. Comment les municipalités et les collectivités, les individus aussi, comment les gens se préparent aux inondations, notamment avec la montée du niveau de la mer et les dangers accrus des inondations. Et votre projet est axé sur New Brunswick? C'est dans cette province-ci. Ça a commencé à Sackville, New Brunswick. Et nous avons fait une analyse approfondie de la région sur une portée individuelle, comment les gens préparent leur maison, leur logement contre les inondations. Et là, on élargit davantage pour voir ce qui est fait sur le plan municipal et sur le plan gouvernemental. Également, sur une base individuelle, avec tous ces constats-là, on va rassembler, rédiger un travail d'ici la fin de l'été. Vous devriez probablement contacter l'Association des municipalités, l'association des municipalités francophones. C'est probablement une équipe qui œuvre sur ce genre de sujet. Pas certain de cela, mais vous pouvez essayer de les rejoindre. Désolé, Lily. Également, j'ai mis mes renseignements, mes coordonnées dans le clavardage. Ce projet, le but, c'est de renseignements sur un site web, mais nous avons des liens avec l'Association francophone des municipalités, ainsi que l'Union municipale du New Brunswick, et notre travail soutient directement les municipalités avec des solutions fondées sur la nature. Moi, j'ai beaucoup de ressources. On pourra discuter davantage. Ça arrive à la fin du webinaire. Alors, certainement, Xavier, veuillez bien rejoindre Julie et Marion et moi-même. Et on peut partager davantage de ressources et on pourra discuter davantage des beaux travaux qui semblerait que vous faites. C'est fort apprécié. Merci de des belles présentations. Merci beaucoup, Julie et Marion, pour ces présentations. C'était très super. Comme j'ai dit, cette webinaire est une partie d'une série de webinaires pendant le mois de juin maintenant et aussi au début de juillet. On aura comme 6 d'autres webinaires sur les autres types de solutions climatiques basées sur la nature. J'ai envoyé le lien pour plus d'informations sur la série dans le chat. Le prochain est le 7 juin, la semaine prochaine, sur les jardins pluviaux. Donc, j'espère que vous serez là et merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Merci Lily, merci au réseau environnemental, puis merci à tous les participants. Pareillement, merci à tout le monde. Merci Lily. Merci beaucoup. À Bonne bientôt. journée. Bonne journée. À bientôt.